Bonjour à toutes et à tous et merci de nous accueillir. Nous sommes très très honorés de pouvoir partager avec vous 10 ans d'expérience d'un changement, d'une transformation managériale profonde. Alors résumer 10 ans en 25 minutes, ça va être un fameux défi. Et donc, pardon pour les raccourcis, pour les simplifications, ce n'est pas possible de faire évidemment autrement en si peu de temps. Oui. Et donc, ce n'est pas un secret, il y a beaucoup de choses qui vont se recouper avec ce qui a été dit aujourd'hui. Le monde de la santé est soumis à des pressions financières majeures et ça ne va pas s'arranger. Je ne pense pas que les gouvernements, de quelque tendance qu'ils soient, ont beaucoup plus d'argent à donner à la santé, auront beaucoup plus d'argent à donner demain que hier. Et donc, ou bien on continue à se plaindre, ou bien on essaye de faire avec ce qu'on a. Et donc, évoluer dans ce contexte de restrictions financières inéluctables, eh bien, ça fait 23 ans que je dirige un CHU. Demander aux gens de travailler plus, moi je ne peux plus demander aux médecins de faire une consultation de plus par jour, je ne peux plus demander aux infirmières de voir des patients en plus, ça n'est pas possible. La majorité des gens sont au maximum de leurs possibilités. Leur demander de travailler mieux, je n'aime pas non plus parce que c'est tout de même un peu injurieux. Je pars du principe que la grande majorité des gens, quand ils viennent le matin au travail, ils veulent bien faire leur travail. Et je ne peux pas non plus imaginer que des gens qui gèrent une famille, qui gèrent un budget, qui s'organisent, quand ils passent la porte de l'hôpital, tout d'un coup, ils deviennent irresponsables, gaspilleurs, etc. etc. Et donc, leur demander aussi, ou attendre, et c'est vrai que je viens d'une université catholique, mais attendre un miracle, je ne pense pas que ça va beaucoup nous aider. Par contre, ce qu'on va partager avec vous, c'est vraiment essayer, par un changement de comportement, par des changements d'attitude, et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie. Et c'est vraiment la leçon qu'on a retenue maintenant après 10 ans, c'est que ce changement de comportement, travailler autrement et ensemble, finalement les mêmes personnes, avec le même équipement, se rendent compte par elles-mêmes qu'elles peuvent donner plus, obtenir plus et mieux pour le patient, avec moins de stress et sans travailler plus durement et dans le même laps de temps. Et ça, on l'a maintenant largement prouvé avec l'expérience que nous avons. Alors l'autre angle d'attaque, c'est l'angle d'attaque qualité. Vous savez que l'hôpital soigne, mais que l'hôpital tue. En Belgique, 1500 décès évitables par an. Aux États-Unis, les décès évitables par erreur médicale, c'est 2 jumbo jets qui s'écrasent par jour. Et donc effectivement, on déclare de plus en plus d'événements. On a une culture qui est de plus en plus à travailler sur les événements indésirables. Mais la question finale, c'est où se cachent les responsables de tout ce qui ne fonctionne pas bien dans l'hôpital. Je vais peut-être vous paraître un peu provocateur, mais je pense que les responsables, c'est vous, c'est nous. C'est nous, les directeurs, les cadres, qui ne sommes pas capables ou qui n'avons pas encore mis assez d'énergie à mettre en place un système managérial qui permette d'améliorer la qualité. Les gens de terrain, ils ont envie de soigner les patients le mieux possible. Est-ce que nous les mettons dans un système qui leur permet de réaliser les meilleurs soins pour les patients? J'ai un petit peu de doute. Alors on peut se poser la question, qui peut apporter les meilleures solutions aux problèmes rencontrés sur le terrain? C'est bien évidemment les personnes de terrain qui ont de l'or dans les mains, un cerveau bien rempli, le cœur sur la main, et qui sont face à tous ces problèmes et finalement qui ne sont pas dans un système qui leur permette de résoudre ces problèmes. Alors la question suivante qu'on s'est posée, c'est comment donner le support nécessaire à tous ces collaborateurs pour leur permettre de mettre en place les meilleures solutions aux problèmes rencontrés. Et donc c'est ça qui a été à l'origine de notre démarche pour rentrer dans le Lean. Le Lean a été conçu par un qualiticien, par William Deming, que vous connaissez tous. Et donc on est vraiment rentré dans la démarche en disant on va essayer d'améliorer l'organisation et on va essayer d'améliorer la qualité des soins en utilisant des outils. Alors là, on ne va pas vous parler des outils du Lean aujourd'hui, sinon on en a pour 3 heures. Il y en a plein. Certains sont propres au Lean, d'autres existent depuis longtemps. Tout le monde connaît le PDSA, c'est un très vieil outil. Et donc, c'est en utilisant ces outils qu'on s'est dit est-ce qu'on va pouvoir améliorer l'organisation et peut-être la qualité des soins? Alors l'autre aspect du Lean aussi, c'est supprimer les différents gaspillages dans les activités sans valeur ajoutée qui sont au nombre de 8 catégories. Il y a tout ce qui est processus superflu, les retards, les attentes, les transports superflus, le mouvement superflu, les erreurs et les défauts, les stocks superflus, les surproductions qui sont la première cause de gaspillage qui amène tous les autres, mais bien entendu, le dernier, pas des moindres, c'est le potentiel humain inexploité, c'est-à-dire la sous- ou la non-utilisation du potentiel de chacun, la perte des compétences de chacun, de ne pas écouter les idées des personnes de terrain pour améliorer justement la performance, l'absence de formation et le turnover important. Alors voilà, on a fait ça pendant
plusieurs mois, peut-être même presque 2 ans. On s'est lancé, on a appris les outils du Lean, on les a développés, les outils du Lean, on a été sur le terrain pour essayer de partager ces outils et on a obtenu très rapidement des signaux positifs. Les premiers signaux positifs, c'était des résultats visibles sur le terrain rapidement et quantifiables. Alors, pas tout de suite des résultats macro, mais une somme de petits résultats micro et une somme considérable de petits résultats. Un enthousiasme évident des personnes de terrain et finalement, on sentait qu'il y avait un amorce de changement de culture. Alors, quelques exemples de résultats de terrain, des diminutions considérables d'heures supplémentaires. On a vu aussi, et donc ça je pourrais vous montrer des dias et des dias, avec toute une série de résultats micro. Ici par exemple, la durée du tour de médicaments dans des unités de soins sur 4 unités, 14 heures par semaine ont été gagnées. Je te coupe, Patrick, parce que tu sais très bien qu'après 2 ans, on s'est fait la réflexion qu'il y avait eu beaucoup de résultats positifs, mais il y a un système d'alarme qui a commencé à sonner parce qu'il y avait aussi des signaux négatifs qui sont apparus. Le premier, c'est que la pérennisation des acquis était extrêmement difficile, donc on n'arrivait pas à pérenniser ce que les équipes avaient mis en place. D'autre part, il y a une déstabilisation des cadres qui était certaine. Certains cadres ne comprenaient plus quel était leur rôle dans cette nouvelle démarche. Et enfin, on n'avait pas fait suffisamment attention au changement. C'était un réel changement de culture. Alors, souviens-toi, en 2012, je pense, nous sommes venus ici, dans cette belle ville de Lyon, à un colloque Lean qui était spécifique pour les industries et les autres services. Et là, on a fait une rencontre assez particulière. Et donc, si on vous raconte ceci, ce n'est pas seulement parce que c'est une anecdote, c'est parce que c'est quelque chose de fondamental si un jour vous souhaitez vous lancer dans la démarche. On a rencontré dans un colloque, donc purement, on a dit on doit sortir de l'hôpital pour voir si on peut s'inspirer d'autres structures. Et donc on va dans un congrès Lean Service et Industrie, passionnant. L'organisateur, qui est un grand spécialiste du Lean, qui s'appelle Michael Ballé, on va le trouver et on lui dit, écoutez, nous, vous savez, on essaye de faire du Lean dans l'hôpital, ça marche, on a des résultats, mais c'est dur, on ne pérennise pas nos cannes. Et on lui explique ce qu'on fait avec notre enthousiasme, mais probablement une certaine naïveté. Et après 10 minutes de nous avoir écoutés, Michael Ballé nous dit « Stop, vous avez un problème. » On a un problème. Vous avez un problème majeur. Ça fait 10 minutes que vous me parlez de votre démarche Lean dans l'hôpital et je n'ai pas encore entendu une seule fois dans votre bouche le mot « patient ». Et effectivement, nous n'avions absolument rien compris. Nous avions privilégié l'approche Lean Process en lieu et place au développement des compétences des personnes et de l'implication des cadres. Et d'autre part, nos actions étaient centrées sur l'amélioration de l'organisation. On voulait améliorer l'ensemble des flux et on avait un petit peu oublié le principal, c'est-à-dire le patient. Et donc pour illustrer ceci, et la littérature foisonne de ce genre d'articles, voilà une étude américaine faite sur l'infarctus du myocarde, avec, comme les Américains savent le faire, une standardisation extrême des traitements sur des patients tout à fait comparables et donc extrêmement standardisés aussi. Et ils ont vu que dans des hôpitaux qui traitaient le même type de patients de la même façon, eh bien, ils avaient quand même des différences importantes en termes de résultats, notre objectif à toutes et à tous, en termes de résultats, qualité, mortalité, morbidité, etc. Et donc, ils ont regardé est-ce qu'il y a d'autres différences entre les plus performants et les moins performants. Et ils ont vu effectivement que les hôpitaux les moins performants fonctionnaient encore avec la culture du héros solitaire, le médecin qui pense que seul dans son coin, il va sauver des vies à lui tout seul, alors que les meilleurs avaient mis le focus sur les performances de l'équipe. On forme un team, le médecin est l'expert d'un team, éventuellement le pilote du team, mais on met le focus sur l'équipe plutôt que sur la personne. Les moins bons, absence de communication. Je viens de lire un article, 65%, dans lequel il montrait que 65% des erreurs médicales étaient dues à des problèmes de communication. Les meilleurs, eh bien, culture de la communication et de la coordination. Les moins bons, culture du pompier solitaire qui sauve la journée. Vous êtes tous des cadres ou des directeurs. Quel est le temps que vous passez à éteindre des incendies par rapport au temps où vous faites de la prévision des difficultés que vous pourriez avoir? Je suis sûr que ça vous parle, les meilleurs. Anticipation, et je ne parle pas ici d'une anticipation stratégique à 2 ans ou à 3 ans. Je parle de l'anticipation aux problèmes qu'on va avoir dans notre journée aujourd'hui ou des problèmes qu'on aura dans notre vie de tous les jours demain. Enfin, les moins bons, pardon, et ce n'est pas un des moindres aspects, culture de la culpabilisation et du secret. On ne sait pas résoudre les problèmes que l'on n'a pas partagés et que l'on ne connaît pas. Et on sait que 96% des problèmes sont dus au système, 4% seulement sont dus à de réelles malversations ou à de réelles mauvaises volontés. Et donc les meilleurs, effectivement, culture de la mesure, de la transparence et du feedback.
Qu'est-ce que ceci veut dire? C'est donc, oui, nous, directeurs, nous cadres, nous avons une influence directe, même si nous sommes directeurs financiers, directeurs RH, directeurs IT ou que sais-je. C'est le leadership et le développement des personnes dans une institution qui a une influence finalement sur notre objectif final, qui est la qualité des soins, qui est bien soigner nos patients. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Et là aussi, vous allez me dire, on a beaucoup parlé du patient au centre, hein, on a dit on va mettre le patient au centre. Alors, le patient au centre, c'est comme tout le monde sait que la cigarette tue et la vitesse tue, mais tout le monde continue à fumer et à rouler vite. Tout le monde sait qu'il faut mettre le patient au centre, ça c'est une évidence, c'est complètement bateau, mais finalement, qui le fait et qui sait exactement comment concrètement le faire? Et c'est là aussi que cette approche amène quelque chose qui donne une cohérence à cette mise au patient au centre. Parce que tout de suite après la mise du patient au centre vient la qualité et la sécurité. Et quand je parle de qualité et de sécurité, ce n'est pas seulement la qualité et la sécurité des soins, mais pour moi, directeur, c'est aussi important de travailler sur la qualité et la sécurité des conditions de travail. Tout le monde sait que je suis dans mon bureau, pas tous les ans, semaine après semaine, les accidents de travail, je vais vous dire combien il y en a eu et quels étaient les principaux. Tout de suite après vient l'engagement du personnel et le bien-être du personnel. Et c'est évident que le bien-être du personnel, ça a des répercussions sur tout. Un personnel qui se sent bien va mieux soigner et va être le meilleur ambassadeur de votre hôpital. Nous avons 2,5% de taux de petit absentéisme. Les gens ne veulent pas nous croire quand on dit ça. Venez voir. On ne peut pas ne pas faire le lien entre cette transformation et la diminution drastique du taux de petit absentéisme. Et ça, c'est les 3 premières préoccupations que nous devons avoir en tant que patron. Et celle-là, évidemment, on n'est pas dans un monde de bisounours. On est chargé de veiller à l'équilibre financier de notre institution. Mais si ces 3 premiers triangles fonctionnent, et c'est ça une des originalités du modèle en tant que système, c'est que tout se tient. Il n'y a pas d'opposition entre ces triangles. Ce n'est pas la qualité qui coûte, c'est la non-qualité qui coûte. C'est refaire 2 fois le même geste qui coûte. Et donc, une des importances fondamentales de ce modèle, c'est que nous ne voulons pas mettre en opposition les différents triangles de ce vrai Nord. Et ce vrai Nord, qui est vraiment le guide de tout le monde dans l'hôpital et qui donne du sens à ce que les gens font, eh bien, ce vrai Nord, il guide toutes nos actions, qu'elles soient petites, qu'elles soient moyennes ou qu'elles soient grandes. Et vous le retrouverez si vous visitez l'hôpital un peu partout dans les unités. On a ensuite défini notre vision du management participatif avec l'ensemble des cadres. Alors, la voici. Donc, le cadre, quand il doit prendre une décision ou mettre en place une solution, il doit d'abord être à l'écoute, dialoguer avec un maximum de personnes, et ce, en toute transparence. En fonction de la solution qu'il va mettre en place, il va évidemment se concerter avec l'ensemble des métiers, mais son rôle reste la décision. Une fois qu'il a décidé la mise en place, il doit obtenir l'adhésion de son équipe, déléguer la mise en place, suivre la mise en place, mais son rôle ne s'arrête pas là. Il met en place un système de mesures qui lui permet de voir si la solution adoptée arrive bien aux objectifs que l'équipe s'est fixés. Et si les objectifs ne sont pas là, c'est que la solution n'était pas bonne, et donc on n'a pas peur d'abandonner la solution et de mettre en place une autre solution. Donc le management est vraiment orienté solution avec le souci d'atteindre les objectifs et les résultats, de favoriser l'autonomie et la responsabilisation de chacun dans une culture de mesure et de dialogue. Et le rôle du cadre change réellement. On lui demande de passer d'un rôle de manager où il dirige, décide, contrôle, résout, planifie, budgétise et gère les enjeux de pouvoir, à un vrai rôle de leader où il doit être là pour guider et coacher son équipe, communiquer sa vision, développer une stratégie avec son équipe, obtenir l'adhésion, motiver et inspirer, résoudre ensemble en multidisciplinarité avec son équipe, initier les changements et renforcer le rôle de l'ensemble de son équipe et des personnes de terrain. Et donc il a été prouvé aussi dans la littérature qu'une gestion performante nécessite en fait 90% de leadership et seulement 10% de management. Alors, un des outils que l'on utilise, ou une pratique que l'on utilise beaucoup, c'est le stand-up. Le stand-up qui permet de remettre au centre la communication dans les équipes. Ça se fait devant un grand tableau, en équipe, tous les jours, où on va anticiper les problèmes d'aujourd'hui, regarder ce qui s'est passé hier, voir si on a résolu les problèmes d'hier, s'il y a des idées d'amélioration, et surtout, c'est le moment également de féliciter et de remercier l'ensemble de l'équipe. Et de temps en temps, le directeur peut venir sur le terrain, ou le chef de département, pour pouvoir remercier et éventuellement apporter son aide si nécessaire.
Alors, un des éléments fondamentaux aussi de cette transformation managériale, et on ne vous a pas ennuyé avec trop de mots japonais, mais il y en a un qu'on n'a pas pu traduire, qui est le Gemba. Gemba, ça veut dire là où se passe l'action. Et donc, c'est aller sur le terrain. Alors, aller sur le terrain, et c'est comme ça pour beaucoup de pratiques et d'outils du Lean, ça peut être la meilleure des choses si c'est bien fait, si c'est fait avec un minimum de qualité de leadership, ça peut être la pire des choses si c'est mal fait. Et donc, en tout cas, moi, j'avais l'impression que j'allais assez bien sur le terrain. Je ne savais pas très bien pourquoi j'y allais d'ailleurs, et rien n'est pire parfois que le tourisme du directeur qui vient se promener et regarder un petit peu de loin ce qui se passe. Non, aller sur le terrain, c'est pour manager par des questions. C'est pour comprendre la réalité de terrain, c'est pour apprendre de ses collaborateurs, et ça a changé mon processus de décision. Ça a changé aussi complètement la vision que moi j'avais de l'hôpital, et ça a changé complètement la vision que les gens de terrain ont eue de ma fonction de direction. Ah, tout d'un coup, les directeurs s'intéressent, et les cadres, les directeurs s'intéressent à ce qu'on fait. Alors ça contribue à la pérennisation des améliorations. Parce qu'évidemment, quand vous allez sur le terrain, les gens ont envie de montrer que ce qu'ils font est bien, et que ce qu'ils font est utile pour le patient. Pour remercier et féliciter. Alors évidemment, on a tous des merveilleux services de communication qui nous font des bons discours de fin d'année ou à la fête de la Saint, je ne sais quoi, et on remercie tout le monde et on dit vous êtes formidables et voilà. Il faut le faire, si on ne le fait pas, on va nous le reprocher. Mais qu'est-ce qui est encore parfois crédible dans ce discours ? Je pense que remercier, les grands remerciements que nous devons faire, n'ont rien à voir avec le fait que quand vous allez sur le terrain, que vous voyez des choses extraordinaires que vos gens font et que vous n'imaginiez même pas quand vous restiez dans vos bureaux, la difficulté que c'est de soigner des gens, l'enthousiasme que parfois ont les gens de terrain pour leur métier, malgré des conditions difficiles, et que vous arrivez en tant que directeur, que ce soit DG ou que ce soit directeur d'autres fonctions, et que vous les félicitez sur quelque chose de précis que vous avez vu de vos propres yeux, ça a une toute autre portée en termes de motivation du personnel que les grands remerciements traditionnels que nous faisons et que nous devons faire. C'est effectivement une façon de montrer du respect aussi, de donner la confiance et de redonner du sens à ce que les gens font. Je vais vous parler du vrai Nord, quand vous pouvez poser des questions, et poser des questions, c'est très difficile, hein. Poser des questions, c'était ce qui a été le plus dur pour moi quand j'ai commencé à dire « maintenant je passe 1h30 par semaine sur le terrain, quoi qu'il arrive, contre vents et marées, que j'ai des réunions au ministère, avec mes collègues n'importe où, je veux que mon assistante bloque 1h30 par semaine dans mon agenda pour aller sur le terrain. » Alors j'ai des collègues qui me disent « mais c'est pas possible, comment tu fais? Moi j'y arrive pas, je n'ai jamais trouvé ça dans mon agenda. » Attendez, ça travaille combien de temps un directeur ? Plus que les 35 heures, hein, on fait quand même facilement 50, peut-être 60 heures. 1h30 semaine, c'est 3% de notre temps. Est-ce qu'on n'a pas 3% de notre temps à passer pour voir ce qui se passe exactement, ce qui est le corps de notre hôpital, ce qui est la vraie valeur ajoutée de notre hôpital, c'est-à-dire les soins et les autres services de support. Je ne parle pas que des soins ici, mais je parle aussi des services de support. Mais c'est eux qui font la vraie valeur de l'hôpital. Ce n'est pas nous dans nos bureaux, c'est ceux qui travaillent au jour le jour et qui font avancer les choses au jour le jour. Donc je pense que c'est vraiment une question de priorité. Je vous disais, poser des questions, c'est difficile. Quand on est directeur, on a envie de poser une question dans laquelle il y a déjà la moitié de la réponse qui est dedans. Ça, évidemment, ce n'est pas une très très bonne idée de faire ça. C'est vraiment poser des questions pour aider les gens à grandir en compétences. Alors, le Lean a été fort décrié. Il a été fort décrié et je pense que c'est parce que malheureusement, il a été très souvent très mal utilisé, mal compris, comme nous l'avions fait au début. C'est pour ça que le message est important de l'alerte après 2 ans. Oui, on avait commencé, process, amélioration, productivité. Mais c'est beaucoup plus que ça, le Lean tel qu'il a été conçu. Et donc, ce n'est absolument pas une mode, ça c'est clair, ça dure depuis 60 ans. On parlait d'innovation managériale, c'est vrai que ça dure depuis 60 ans dans l'industrie et ça a fait ses preuves. Et c'est vrai aussi que dans le monde hospitalier, nos amis américains ont 20 ans de recul. Et si vous allez à la Mayo Clinic, à Hopkins, on ne se pose même plus la question de savoir comment on manage. Tous ces principes ont été intégrés. Ce n'est pas non plus le management de l'entreprise libérée, attention. Ne confondons pas, ce n'est pas un management permissif. C'est un management où la hiérarchie reste toujours extrêmement présente, mais avec un rôle qui a évolué et un rôle de leader plus qu'un rôle de manager. Ce n'est pas non plus du taylorisme déguisé, et là, la frontière, elle est très étroite. Vous engagez une équipe Lean, vous leur dites « ne m'ennuyez pas trop avec ça, faites votre boulot dans votre coin », et vous avez des experts qui vont expliquer aux gens de terrain comment ils doivent s'organiser.
Ça, c'est le contraire du Lean. C'est le contraire du Lean qui est le développement des personnes et la montée en compétence des personnes. Mais malheureusement, c'est souvent mal compris. Ce n'est pas un prétexte pour réduire le personnel. Il faut que tout ce qui est lié à l'amélioration Lean soit les gens aient leur emploi garanti. Alors que le volume de l'emploi de l'hôpital puisse évoluer, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un qui se rend compte qu'il peut faire en un mi-temps ce qu'il faisait avant en un temps plein, si son emploi n'est pas garanti, il ne va pas essayer de le faire. Or ça, on le voit tout le temps. Les rôles des gens peuvent changer. Les rôles des gens doivent être plus recentrés sur leur métier. Retrouvons du temps pour notre métier, pour notre patient, pour notre métier et pour nous-mêmes. C'était ça le principe de base. Ce n'est pas une philosophie, hein. J'ai encore bien compris ce matin que les philosophes étaient beaucoup plus intelligents que nous. Ce n'est pas un mode de pensée unique, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une religion, parce que ça, ce sont des choses que par définition, vous n'imposez pas. Par contre, le système managérial que vous souhaitez voir utilisé dans votre institution, ça c'est votre responsabilité de top manager de le décider et de dire je veux que mon institution soit managée comme ceci ou comme ça. Mais ne confondons pas. C'est évidemment pas non plus un projet. Un projet par définition c'est un début et une fin. Ici on est dans une démarche de transformation qui nous a pris des années. Alors on est enthousiaste, on vous dit que c'est fantastique, mais c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Ça ne convient pas à tout le monde, ça demande vraiment un travail de fond de tous les jours. Et très important aussi, je fais référence à notre erreur du début, ce n'est pas une simple boîte à outils dans laquelle il suffit de piocher. D'ailleurs, une des erreurs que l'on fait régulièrement, c'est de considérer que les outils vont construire le système. Mais en fait, les outils deviennent vite une drogue et n'amènent aucune pérennisation. Ce qu'on va faire avec les outils, c'est qu'on va les choisir. Ensuite, ce sont les outils qui, grâce à des pratiques, vont nous transformer, nous changer de comportement. Et ce sont vraiment des moyens d'apprentissage. D'ailleurs, je n'appelle pas ça un système de management, j'appelle ça, pour ma part, un système d'apprentissage pour l'ensemble des membres de la hiérarchie. Alors la condition de la réussite est la suivante, c'est le Shingo modèle qui nous apprend ça, c'est que toute entreprise essaie d'avoir d'excellents résultats et il a été bien montré que les excellents résultats étaient là grâce à des comportements idéaux. Ce sont les comportements qui amènent les résultats. Les pratiques aident à modifier les comportements et les outils permettent de mettre en place des pratiques. Et donc ce ne sont pas les outils qui amènent les résultats, c'est bien les comportements. Et dès qu'on a des résultats meilleurs, à ce moment-là, on peut modifier les outils pour modifier encore les pratiques, pour encore modifier les comportements et enfin avoir encore de meilleurs résultats. Et tout ça évite évidemment la culture de l'entreprise. Alors le secret est d'associer le succès de l'institution à la réalisation personnelle. Alors pour l'institution, le succès pourrait être, donc ce sont que des exemples, ceci. Au niveau qualité-sécurité, c'est la diminution des infections nosocomiales, la reprise de bloc-COP, les erreurs médicamenteuses, les accidents de travail. Pour le patient, la diminution de plaintes, l'augmentation de la satisfaction. Pour le personnel, l'engagement du personnel, la diminution du petit absentéisme ou des heures supplémentaires. Pour les finances, je ne dois pas vous les citer, il y en a certainement 36 000. Alors, pour la réalisation personnelle, c'est quoi le succès? Eh bien, je pense que c'est redonner du sens que l'on a à venir travailler. C'est développer son expertise dans son métier par la formation continue de façon quotidienne. C'est pouvoir autogérer l'organisation de travail, être responsabilisé dans son travail. C'est pouvoir développer le travail en équipe, savoir travailler avec l'amont et l'aval. Et tout ça nous amènera évidemment à pouvoir utiliser de façon efficace et rapide les innovations et intégrer l'intelligence artificielle dans nos pratiques. Alors, pour l'institution, globalement, c'est diminuer les coûts et augmenter la réputation pour pouvoir attirer les meilleurs professionnels et attirer les patients. Pour la réalisation personnelle, c'est la montée en compétences et donc augmenter la motivation. Alors on pourrait croire que c'est la colonne de gauche qui va amener la colonne de droite, mais en fait non, c'est la colonne de droite qui va amener la colonne de gauche. C'est le développement des compétences qui a un effet de levier sur la productivité et la qualité. Et donc plus les personnes seront compétentes, plus elles travailleront ensemble, plus elles seront productives et plus elles accepteront l'innovation et le changement. Et voilà, si je fais la synthèse des leçons que nous avons prises au cours de ces 10 dernières années, c'est que les bons résultats d'amélioration continue et leur pérennisation nécessitent à la fois
cette transformation managériale profonde, cette culture d'entreprise et de nouvelles pratiques appuyées par des outils d'apprentissage, c'est que tout le monde doit s'impliquer et que les premiers qui doivent montrer l'exemple, ce sont les directeurs, puis les médecins, puis les cadres, puis tout le monde. L'exemplarité de la direction est fondamentale dans ce genre de transformation managériale. L'objectif est la qualité, il faut le redire, la qualité qui n'est pas l'affaire d'un petit groupe qualité, de nouveau bien isolé dans son coin, mais qui est l'affaire de tous dans l'institution. Et enfin, pour atteindre ces objectifs, chacun doit pouvoir monter en compétences pour pouvoir, in fine, devenir un résolveur de problèmes. On a vu ce matin une diapositive, combien de temps faut-il consacrer au travail de base et à l'amélioration continue? C'est 1% de temps consacré à l'amélioration continue. Il ne faut pas faire peur à nos gens, mais il y a 5000 personnes dans mon institution, 5000 fois 1% du temps de travail, c'est une force créative et une force d'initiative colossale. Et donc voilà, je pense qu'on est parvenu à vous, j'espère vous démontrer que cette approche managériale pour nous était une approche fondamentalement utile et intéressante pour l'hôpital et qu'elle associait cette culture d'entreprise qui, s'il ne reste encore qu'au niveau de la culture, peut rester encore assez théorique et sans effet, associée à des pratiques et des outils. Et là aussi, si on n'utilise que ces pratiques et ces outils, eh bien, ça ne va pas pérenniser, ça ne va pas tenir, vous aurez des résultats rapides, mais qui ne tiendront pas au cours du temps. Et donc, ce sont les deux ensemble qui sont absolument indissociables. C'est pour ça qu'on parle de système. C'est vraiment un système qui donne une cohérence à une approche managériale. Il y a plein de choses dont je vous ai parlé que vous faites probablement déjà. Il y a plein de pratiques que vous utilisez déjà probablement maintenant. Mais la force de cette approche managériale, et c'est vraiment, je pense, la force de Toyota, c'est d'en avoir fait un système global et cohérent dont l'objectif final est le développement des talents. Dans l'hôpital, le personnel, ce n'est pas un coût, hein, c'est un capital, ce sont les talents, le développement des talents au service du patient. Je vous remercie de votre attention.